Bonjour à tous, merci de m'accueillir ici donc pour cette journée de commémoration. Donc, je m'appelle Théo, je suis doctorant en psychologie sociale et environnementale à l'université de Nîmes. Alors, effectivement, psychologie sociale et environnementale, c'est un peu complexe. Alors du coup, je vais vous expliquer tranquillement ce que c'est. Alors, la psychologie, donc, de manière générale, c'est l'étude du comportement humain. La psychologie sociale, elle s'intéresse au comportement humain au sein d'un groupe. Par exemple, ici, on est tous un groupe, et donc ça serait l'étude du comportement du groupe face à certaines actions, certaines menaces. Et la psychologie environnementale, c'est un peu la même chose, sauf qu'on ajoute l'environnement extérieur. Donc l'environnement extérieur, comme par hasard, les inondations, ça peut être un très bon exemple. Donc moi j'ai commencé ma thèse en décembre, donc finalement ça fait pas très longtemps, et donc je travaille sur ces fameuses inondations, mais plus précisément sur les comportements à réaliser en cas d'inondation. Alors, je peux aussi, commencer par plus vous expliquer ce que la psychologie ça apporte aux inondations, parce qu'on peut se dire, bah voilà, les inondations, c'est pas forcément une affaire de comportement, c'est surtout une affaire de mobilier, de construction pour se protéger face à ces inondations, la création de digues, ce genre de choses, pour éviter justement d'être inondé chez nous. Et l'idée avec ma thèse, c'est de s'intéresser davantage au comportement humain, parce que en fait, c'est nous qu'il faut protéger, c'est les humains, et en fait, on est les premiers moteurs de l'action pour nous protéger. C'est super. Et donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre les motivations, qu'est-ce que l'humain fait pour se protéger face aux inondations. Certes, on est sur un comportement qui, parfois, n'empêchera pas l'inondation d'arriver. Et malheureusement, face aux catastrophes naturelles, c'est compliqué de lutter, mais ça permettra d'éviter certaines grandes catastrophes, notamment par un nombre de victimes, parce qu'on sait que les inondations tous les ans, peut-être pas tous les ans, mais sur le territoire français, c'est quelque chose qui revient relativement fréquemment et qui malheureusement parfois fait quelques morts. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre et de faire en sorte d'alerter sur les bons comportements adoptés pour limiter justement cette mortalité face aux inondations. Donc le titre de ma thèse pour l'instant c'est la gestion des inondations et l'utilisation de la psychosociale. Alors pour une petite mise en contexte ici, donc on a différents types d'inondations qui existent en France. On a les inondations par débordement de cours d'eau, c'est ce qui semble le plus facile à imaginer. Vous avez une rivière qui déborde simplement et qui va toucher des infrastructures. Et c'est souvent combiné avec le deuxième type d'inondation qui est par ruissellement pluvial. Donc c'est quand on a des grosses pluies. Donc en plus c'est ce qui est arrivé à Nîmes mercredi soir. On a ensuite par remontée de nappe, donc là c'est quand les nappes phréatiques sont trop gorgées et que ça remonte par le sous-sol. Et enfin par submersion marine, donc ici c'est peut-être pas ce qui va arriver, mais c'est surtout pour les côtes, quand la mer arrive sur les infrastructures. Et donc les cas extrêmes, c'est bien sûr les tsunamis où le risque est très minime en Méditerranée, mais quand même un petit peu existant. Ensuite, quelques chiffres clés à vous présenter. Quant aux inondations, 40% du territoire français est exposé aux inondations, et c'est les inondations par débordement de cours d'eau uniquement. Donc je vous laisse imaginer, si on ajoute les autres types d'inondations, on arrive vraiment à une surface du territoire qui peut être vraiment considérée comme inondable, et donc c'est vraiment important. Et on a 17 millions d'habitants qui sont exposés au risque d'inondation, pareil, par débordement de cours d'eau. Donc c'est vraiment un enjeu qui est extrêmement important pour la société finalement, et c'est quelque chose que les collectivités doivent s'emparer, et ils s'en emparent de plus en plus vis-à-vis de tout ce qui arrive en ce moment, le réchauffement climatique. On a eu des super présentations ce matin, donc voilà, c'est le but, c'est de pouvoir essayer d'aller un petit peu plus loin. Concernant les difficultés de la gestion des inondations, effectivement,
on a plusieurs choses. Alors là, je vais entrer dans des choses vraiment de psychologie. Je vais essayer de vous transmettre un peu quelques petites notions. Comme ça, vous allez pouvoir voir à certains moments, ah mais oui, c'est ça qui nous avait dit le doctorant. Alors, on a quelque chose en psychologie de l'environnement qui s'appelle l'attachement au lieu. Alors, l'attachement au lieu, c'est le fait d'aimer l'endroit où l'on vit. C'est l'effet de se sentir bien dans sa ville, dans sa maison. Donc là, c'est vraiment, voilà, vous vous sentez bien, vous êtes attaché, vous ne voulez pas perdre, logiquement, votre habitat. Et en fait, on s'est rendu compte avec plein d'études en psychologie que plus on aime notre endroit de vie, moins on voit les risques autour. Donc, plus on aime, voilà, si vous aimez beaucoup, par exemple, Alès, eh bien, vous verrez beaucoup moins les risques liés aux inondations qui sont autour. Vous verrez beaucoup moins les risques liés, par exemple, à la pollution. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Il y en a une notamment qui me vient maintenant, c'est une qui a été faite en Angleterre il y a quelques années, où en fait, on demandait aux gens qui habitaient près d'une plage de savoir si elle était polluée. Et les gens qui habitaient à côté de la plage disaient « Bah non, elle n'est pas polluée ma plage, bah, elle est super belle ma plage ». Et on demandait à des gens qui ne venaient pas du tout d'ici de voir si elle était polluée. Et les gens disaient bah, « Il y a plein de déchets partout, elle n'est pas très propre ». Donc ça c'est une première difficulté parce qu'en plus, sur une notion un peu plus de terrain, ça permet en fait de comprendre pourquoi certaines personnes ne veulent pas quitter leur logement. On peut aussi penser aux différents feux qui se sont faits, enfin qui sont arrivés cet été, notamment dans le sud-ouest, et en réalité, certaines personnes ne veulent pas quitter leur logement, même si les flammes sont vraiment juste à côté, et ils vont penser simplement que le feu va s'arrêter, que les gens vont réussir à arrêter le feu avant que ça arrive chez eux. Une deuxième notion, c'est l'expérience du risque. Donc ça, je pense que ça va peut-être plus vous parler. C'est le fait d'avoir déjà vécu une inondation. Et donc, avoir déjà, sur le cas des inondations, mais ça marche pour tous les risques, avoir déjà vécu l'inondation, en fait, on se rend compte, avec les expériences en psychologie, qu'une fois qu'on a vécu une inondation, avec des conséquences négatives, donc on a perdu beaucoup de choses, eh bien, on est beaucoup plus conscient des risques qui sont autour de nous. Enfin, si on prend un exemple du coup lié aux inondations, je vis une inondation, j'ai eu 2 mètres dans ma maison, j'ai perdu plein de choses, j'ai dû faire beaucoup de travaux pour remettre en état mon logement, eh bien on se rend compte que ces personnes-là, eh bien elles sont beaucoup plus conscientes des risques et elles font beaucoup plus attention à leur comportement. Alors que si jamais vous vivez une inondation et que bah non, l'inondation elle a fait 1 cm dans ma maison, bon c'est déjà un petit peu, vous me direz, mais ces personnes-là vont se dire bah non, la prochaine fois l'inondation elle n'arrivera pas. Donc c'est un petit peu tordu comme concept, j'en suis conscient, mais c'est quelque chose vraiment à prendre en compte dans les études de psychologie, notamment quand on s'intéresse aux inondations et aux risques. Et enfin, donc là c'est peut-être la notion qui sera un peu plus compliquée, c'est l'optimisme comparatif. Donc qu'est-ce que c'est que l'optimisme comparatif? L'optimisme comparatif, c'est le fait de penser qu'on est moins à risque que les autres et que les choses bien, elles vont nous arriver plus à nous qu'aux autres. Donc si j'explique un petit peu cette notion, c'est le fait de penser que les inondations... Ah, si, exemple, quand c'était la phase Covid, tout le monde se disait bah non, le Covid ça n'arrivera pas, ça arrivera que aux autres. Eh bien, ça c'est un exemple très concret de ce qu'est l'optimisme comparatif. C'est ça n'arrivera pas, ça arrivera aux autres. Donc ce sont ces 3 notions-là, c'est vraiment 3 notions qui sont des enjeux de compréhension en psychologie sociale et environnementale pour comprendre comment faire pour aider la population, pour vous aider, pour nous aider à faire face à ces inondations, parce que c'est vrai, comme j'ai pu essayer de vous l'expliquer, c'est quand même des choses au sein du comportement humain qui empêchent ou qui font un petit peu contraste avec les politiques locales et ce qu'on aimerait mettre en place. Donc, finalement, qu'est-ce que je fais moi en tant que doctorant? Effectivement, j'étudie un petit peu tout ce dont on vient de parler, mais l'université Gustave Eiffel à Salon-de-Provence, donc du coup de l'autre côté de la France finalement, ils ont monté un projet dont le but c'est de créer un outil numérique, que ce soit application, site internet, c'est encore en développement. L'idée c'est de pouvoir que vous ayez une solution un peu clé en main, entre guillemets, avec les comportements à savoir faire. Est-ce que vous savez qu'il est en train de beaucoup pleuvoir, vous avez vu sur la météo qu'il y a
qu'il y a un risque d'inondation dans la journée. Et donc, grâce à cet outil, vous allez savoir quel bon comportement adopter afin de vous protéger au mieux face aux inondations. Et donc, moi, mon but, c'est de les conseiller en communication pour savoir comment comment faire en sorte que les personnes utilisent vraiment cette application. Parce que, effectivement, quand on fait partie d'une association ou comme vous qui êtes assez sensibilisé au risque d'inondation, bien certaines choses vous paraissent assez, ça vous vient tout de suite en tête, alors que pour des gens qui n'ont peut-être pas vécu d'inondation ou qui sont dans des zones un peu moins à risque, mais où le risque est quand même présent, eh bien les comportements ne sont pas forcément évidents. Donc l'idée c'est que l'application ou l'outil qu'est en train de développer l'université Gustave Eiffel, c'est un outil qui s'adresse à tout le monde et dans tous les cas. Et moi mon but c'est de faire en sorte que les gens s'y intéressent un petit peu parce que ce serait dommage de délaisser un outil qui pourrait finalement peut-être sauver des vies à certains moments. Mais finalement, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'effectivement, là je vous parle de beaucoup de choses, c'est assez abstrait, j'essaie de faire au mieux, j'en suis désolé, parce qu'effectivement ça reste flou. Moi l'idée, c'est que je vais essayer d'utiliser des choses, certes un petit peu scientifiques, du coup en psychologie. Je vais utiliser ce qu'on appelle la théorie des buts 4. C'est une théorie qui dit qu'on est motivé à agir selon plusieurs choses. On va être motivé, qu'on va avoir vraiment envie d'avancer, de faire des choses seulement si ça nous procure du plaisir, seulement si tout le monde le fait, ou seulement si ça nous apporte vraiment quelque chose. Donc c'est les 3 petits buts qui sont juste en dessous. C'est l'idée de se dire, voilà, si j'agis, c'est pour telle raison ou pour telle raison. Et donc moi, mon but, c'est d'essayer de trouver quelle raison il faut utiliser pour que les gens s'intéressent un peu plus à l'application. Je m'intéresse aussi à la perception du risque. La perception du risque, c'est est-ce que vous percevez effectivement qu'il y a des inondations pas loin de chez vous. Donc on se rappelle de l'attachement au lieu juste avant. Et enfin, je vais m'intéresser à l'acceptabilité sociale. Donc l'acceptabilité sociale, c'est juste demander avant aux gens si ils pensent que l'outil est bien ou pas. Parce qu'effectivement, on peut se dire, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça serait vraiment pertinent finalement de développer cet outil? Effectivement, ça l'est un petit peu parce que sinon le projet il n'aurait pas été créé. Mais l'idée c'est de savoir, est-ce que cet outil sera utilisé que par des gens qui ont déjà vécu des inondations? Est-ce que ça sera utilisé par des personnes qui n'en ont jamais fait? Au contraire. Et donc moi ma thèse c'est explorer un petit peu tout ça, savoir comment cet outil finalement sera utilisé par la population. Et donc l'idée, ce qu'il y a à retenir de ce que je vais faire finalement, c'est parce qu'en fait en psychologie on utilise beaucoup de concepts, comme vous avez pu le voir, parce que l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre le comportement humain. Et donc on essaye avec des questionnaires, avec des expériences, de savoir comment le comportement humain il existe en fait, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, tel ou tel comportement, on essaie de les mesurer, de les quantifier. Finalement, on pense souvent que la psychologie c'est pas une science, mais je peux vous dire que vraiment on fait partie des sciences humaines, et donc c'est finalement une vraie science. Et donc, finalement, qu'est-ce que tu as à retenir de ma thèse? Parce que là, je vous parle depuis tout à l'heure. Finalement, c'est que je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui motiverait les gens à utiliser l'outil qui est en développement. Est-ce que les motivations, quel type de motivation est-ce que vraiment je vais télécharger cette application vraiment parce que je pense que ça va me servir, parce que je pense que ça va m'apporter des choses, ou est-ce que je la télécharge parce que justement tout le monde la télécharge et que tout le monde l'a, donc je vais un peu suivre le mouvement parce que sait-on jamais, ça peut me servir une fois. Et donc je vais essayer de comprendre ça grâce à ma thèse. Je vais utiliser du coup des théories scientifiques et je vais regarder si les personnes elles sont conscientes du risque qu'il y a autour d'eux. Parce que c'est vraiment ça le principal à mon sens. Si les gens ne voient pas qu'il y a de risque autour d'eux, ils ne s'en protégeront jamais. Parce que si on ne voit pas de risque, pourquoi je me protégerais d'un risque qui n'existe pas? Donc voilà, merci de votre attention. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas s'il y a des questions. Oui, je pense que tu as été très clair. Je te remercie beaucoup et je suis sûr que ça doit susciter des questions. Il y a Loïc Spadafora qui va venir sur la météo juste après, mais vous avez le temps de poser des questions à Théo avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous voudriez lui demander? Ma question est la suivante. Vous êtes en début de thèse
Est-ce que vous aurez besoin d'interroger beaucoup de gens? Et si oui, est-ce que ce sont des gens qui ont déjà été victimes d'inondations ou au contraire des gens qui n'ont pas été victimes d'inondations? Alors effectivement, donc, pour ceux qui sont un peu éloignés ou qui ne savent pas vraiment, du coup, en fait en thèse, on réalise des expériences. En psychologie, j'ai besoin d'interroger des personnes parce que je travaille sur de l'humain. Et donc effectivement, à un moment donné, sûrement dans le courant de l'année, en fin d'année ou en début d'année prochaine, j'aurai potentiellement besoin de participants pour répondre à des questionnaires. Et donc l'idée, c'est d'avoir des personnes qui ont vécu des inondations et des personnes qui n'en ont pas vécu, justement pour pouvoir les comparer. Et donc, effectivement, si certains d'entre vous, au moment où j'en ai besoin pour vous répondre à mes questionnaires, ce sera avec grand plaisir. Peut-être d'autres questions? Oui. Bonjour. Avez-vous présenté votre travail aux élus ou aux municipalités qui pourraient multiplier votre information sur leur commune? Alors, le projet, il est porté du coup par l'université Gustave Eiffel, comme je vous l'ai présenté, et on a des personnes au sein du projet qui travaillent justement avec des gestionnaires dans les mairies pour les interroger, parce qu'en fait, le projet, ça vient aussi d'une de leurs demandes pour éviter de perdre trop de temps et comme ça tout le monde pourrait avoir ces petites indications directement chez soi. Et effectivement, on est en collaboration avec certaines collectivités. Alors je ne pourrais pas vous dire le nom parce que je pense qu'ils sont plutôt dans le sud-est que par chez nous finalement. Ils sont plutôt dans tout ce qui est Var et Vaucluse. Mais c'est sûr que l'idée c'est vraiment d'aller auprès des mairies et des collectivités pour que ce soit vraiment un sujet d'intérêt pour eux aussi. Voilà, il y a encore une autre question. Il existe déjà des outils qui sont sur Internet comme Vigicru, comme les alertes météo qu'on a nous ici. Comment va se faire le lien? Parce que déjà sur ces sites-là et par l'intermédiaire de ces alertes, il y a des conseils de prévention pour les habitants. Alors comment vous vous situez dans votre projet par rapport à ça? Alors, c'est sûr, effectivement, je vous avoue que moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je ne connaissais pas forcément Vigicru. Et je pense que les personnes qui ne sont pas sensibles aux inondations, qui ne connaissent pas trop, ne vont pas forcément sur ces sites spécialisés. Et donc l'idée c'est vraiment de leur donner un outil un peu clé en main et qu'ils n'aient pas... Parce que personnellement je pense que les gens qui ne sont pas sensibles n'iront pas directement sur ces sites ou n'auront pas du moins le réflexe, alors que quelque chose qui est plus apporté, c'est sûr qu'on a moins le lien avec les inondations directes forcément. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir cet outil indépendant, j'ai envie de dire, c'est sûr ça pourrait être rattaché à ces outils, même l'idée c'est que finalement tous collaborent, mais c'est vraiment d'avoir pour l'instant c'est d'avoir un outil un peu indépendant qu'on va pouvoir après rattacher un petit peu partout. Je pense qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui sont comme moi et tout, je n'utilise pas spécialement Internet. J'ai énormément de mal, je pense que je ne suis pas la seule. Et est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités d'information, c'est-à-dire de part de communes, de part, comme ici, des réunions, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir les personnes en face de nous pour nous éliminer un peu, parce que est-ce que vous avez pensé à ça aussi? Parce que bon, Internet, ok, et bon, Internet, ça fait pas tout. Hein. Il y a une panne et tout qui arrive, Internet, on l'a plus. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors du coup, l'idée, c'est que l'outil soit indépendant d'Internet. C'est pour les personnes qui ont des smartphones de l'avoir et que cette application n'ait pas besoin d'Internet. Et effectivement, après, c'est sûr que des informations, il y en a... faudrait voir avec les institutions pour en avoir davantage. Mais du coup, l'idée de ma thèse, c'était de vous faire utiliser l'application. Essayer de comprendre ce qui vous motiverait à l'utiliser.
Donc, voilà, donc après, moi je ne suis pas décisionnaire sur le projet, moi je suis juste là pour essayer que ça ne tombe pas dans l'oubli. Et donc voilà, donc c'est sûr que Internet ou le côté numérique, c'est le cœur du projet en fait. Et donc mon idée c'est de vous le faire utiliser, même si vous n'avez pas forcément très envie. Mais du coup c'est de trouver quel moyen, quelle envie vous ferait l'utiliser. Mais c'est sûr que je comprends tout à fait, et donc effectivement mon étude elle servira à ça aussi. Parce que si on voit que personne n'est motivé à utiliser un outil numérique, eh bien, ça veut dire finalement qu'il faut changer d'approche et que cet outil, finalement, ne servira pas à grand-chose. Et donc, il faudra que le projet change totalement d'approche. Donc, effectivement, oui, c'est sûr qu'il y aura sûrement beaucoup d'autres moyens de le faire. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de la recherche pour voir comment ça se passe en fonction des lieux aussi, parce que ça se trouve on a certains départements, certaines villes qui sont beaucoup plus numérisées avec beaucoup de guillemets. Et donc voilà, c'est aussi l'intérêt des études scientifiques.